Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et grand merci à M. Boubacar Camara qui nous a fait l'insigne honneur d'être le premier invité de ce magazine intitulé Regard sur l'actualité politique, que désormais la première chaîne numérique, la première chaîne de télé numérique du Sénégal va vous donner chaque semaine et que j'aurai moi-même l'occasion d'animer. Monsieur Camara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Sans tarder, nous allons d'abord prendre connaissance avec notre invité. Nous allons prendre connaissance avec notre invité, qui est Monsieur Boubacar Camara, avec Mademoiselle Aïssata Sow. Monsieur Boubacar Camara est né le 26 juin 1958 à Dakar. Il a grandi entre la Sicap rue 10 et la banlieue dakaroise à Grand Yoff. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il est officier de marine marchande et expert maritime. Il a gravi les échelons de la douane pendant 20 ans, agent breveté, contrôleur et inspecteur des douanes, puis directeur général de mai 2000 à mars 2014. Il fut soldat de 2e classe 81-2. Consultant, il conseille des groupes internationaux et des pays africains dans les domaines de l'énergie solaire, des hydrocarbures, du partenariat public-privé, de la douane et du commerce international et de l'investissement direct en Afrique. Docteur en droit à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, sa thèse publiée en décembre 2005 est couronnée de la mention très honorable avec félicitations du jury. Monsieur Camara est cofondateur de 2 instituts supérieurs de formation en 2007 et 2017. Bien au fait des technologies de l'information et de la communication et maîtrisant les procédures douanières, il participe dans le cadre du Trade Point Sénégal à la conception de l'application de collecte électronique documents, le célèbre système Orbus 2000, complément du système Gaïndé 2000, qui ont valu à la douane sénégalaise des performances remarquables. En mai 2009, il est détaché comme secrétaire général du ministère de la Coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. En mai 2011, il est désigné président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Sénégal Airlines comme représentant du ministère de tutelle. Alors secrétaire général du ministère de la Coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie, il a livré la leçon inaugurale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en janvier 2011 sur le thème « Servir l'État, grandeur et servitude ». Officier dans l'Ordre national du Lion, médaillé d'honneur de la douane et sur sa demande en retraite anticipée de 8 ans de l'inspection générale d'État depuis le 1er juin 2015. Monsieur Boubacar Camara a conçu et fondé le mouvement Génération Y à la suite de la publication de sa lettre à la jeunesse le 6 avril 2016. Avocat au barreau de Paris, M. Boubacar Camara fut président du conseil d'administration de Socosim Industrie cimentière de juin 2012 au 4 mai 2018, date de sa démission. Il s'engage officiellement en politique le 15 mai 2018 comme fondateur et président du mouvement Djengou Ngir Djeri Sénégal. Depuis le 23 septembre 2018, il est désigné candidat de la coalition politique FIPO Alternative Citoyenne à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Merci Mademoiselle Sow. Donc après cette présentation exhaustive ou bien non exhaustive, M. Camara, est-ce que vous avez un élément à ajouter à cette présentation express? Non, merci. C'est une présentation qui reflète bien la réalité. Il faut juste corriger que j'ai été directeur général de la douane de 2000 à 2004, au lieu de 2000 à 2014. Mais sinon, ça reflète un parcours ponctué de présence dans le secteur privé comme dans le secteur public, avec une constance servir le Sénégal. D'accord, nous allons y revenir. Mais première question d'abord, je sais que vous avez répondu à la question à plusieurs reprises, mais quelles sont les raisons qui vous ont poussé à briguer la magistrature suprême?
Alors, les raisons qui m'ont poussé d'abord à m'engager en politique, c'est qu'ayant fait tout ça, ayant été un enfant de ce pays, ayant fréquenté l'école publique, ayant fait le service militaire, ayant bénéficié donc de tous les bienfaits d'un État, de la sueur des paysans, de la sueur des ouvriers. Mon père est un ouvrier. J'ai eu la chance d'être formé et, comme on dit de façon triviale, de devenir quelqu'un par la force de mon peuple. Et quand je vois que l'État, qui doit être le métronome de tout ça, est en train de devenir un instrument d'enrichissement personnel et familial, quand je vois que l'État est en train de devenir un instrument de règlement de comptes politiques, quand je vois que l'État, malgré toutes les richesses et toutes les potentialités dont dispose le Sénégal, malgré les milliers de milliards qui ont été collectés depuis l'indépendance, n'arrive pas à alléger la souffrance du peuple. Alors que le minimum de compétences que nous avons nous permet de trouver des solutions, mais on n'a pas de choix. On est obligé de tout laisser tomber pour nous engager en politique. Mais certains diront que votre engagement a été tardif. Pourquoi maintenant? Un engagement ne peut jamais être tardif. Je me suis toujours engagé. C'est la forme de l'engagement qui a changé. Je me suis toujours engagé comme serviteur de l'État. J'ai abandonné des postes, des positions importantes pour revenir dans l'administration à des moments donnés. Moi, quand je revenais comme secrétaire général du ministère des Infrastructures, j'étais déjà à Paris avec mon cabinet. Je me suis toujours engagé. C'est la forme de l'engagement. Mais aussi, la dégradation a été tellement rapide et a pris des proportions telles qu'il ne peut pas, en tout cas pour moi, être question de croiser les bras. Maintenant, la candidature à la présidentielle, c'est tout un processus. Quand nous nous sommes engagés, nous avons discuté avec beaucoup de membres de l'opposition que nous considérons comme défendant les mêmes valeurs. Et c'est dans ce processus qu'on a rejoint la coalition FIPOU. Et à l'issue d'une compétition, j'ai été désigné pour être son candidat à l'élection présidentielle de 2019. Mais une remarque, cette candidature, vous avez opté d'être en dehors des formations politiques. Est-ce que là c'est une sorte de défiance envers la formation politique, ou bien est-ce que vous pensez que l'heure est venue pour que la société civile, en tout cas des hommes non estampillés politiques, prennent la relève? Oui, je pense bien que chacun a sa place. Les hommes politiques traditionnels ont leur place, continueront à avoir leur place. Et évidemment, ils ont un bilan que le peuple appréciera. Les autres qui n'étaient pas dans les formations politiques également doivent, à mon avis, constituer ce que j'appelle une nouvelle opposition politique. Et c'est pour cela que nous avons pris l'option de monter un mouvement Diengu Ngir Jëriñ Sénégal, qui est un mouvement politique citoyen. Mais est-ce que votre démarche ne s'inscrit pas dans la logique de celle qui est interprétée comme étant une source d'émiettement des forces de l'opposition, en tout cas des adversaires du président de la République, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en est à près d'une centaine de candidats à la candidature. Pourquoi vous n'avez pas rejoint d'autres coalitions ou bien d'autres partis pour avoir quand même un bloc capable de pousser le président à un deuxième tour et éventuellement de le battre? Non, mais je viens de vous dire que j'ai rejoint un bloc très puissant. Effectivement. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Nous, je pense que nous faisons partie des rares candidats, en tout cas le seul candidat, qui ne s'est pas autoproclamé candidat. J'ai été choisi à la suite d'une procédure. Quand je parle de bloc, je parle peut-être d'autres cadres beaucoup plus... Maintenant, les dynamiques d'alliance continuent parce que c'est un bloc ouvert. Effectivement, on continue de discuter. Et aujourd'hui, la question qui se pose n'est pas de savoir le nombre de candidats qu'on aura. Il n'y aura pas une centaine de candidats. Ça, c'est une propagande du pouvoir. Il n'y aura pas une centaine de candidats. Ça n'est pas possible. Ils se fondent sur rien du tout, pour le dire. C'est juste pour montrer qu'il y a trop d'opposition, rester avec le pouvoir. Mais il y a une centaine de candidats à la candidature pour le moment quand même. Oui, mais on est tous candidats à la candidature. Même le président de la République est candidat à la candidature. C'est le Conseil constitutionnel qui va sortir la liste des candidats. Ça, c'est des questions secondaires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir de quoi le Sénégal a besoin. Le Sénégal a besoin d'un président de la République qui n'est pas partisan, qui ne protège pas ses défenseurs, un président de la République qui ne s'enrichit pas sur les biens publics, qui n'enrichit pas son entourage, sa famille sur les biens publics,
et un président de la République qui est un régulateur. Un homme libre, consciencieux, sérieux surtout, et compétent. Sénégal dafa soxla ku mën maandu ba pare tëddee jaaxaanaay. Est-ce à dire, si jamais vous êtes élu, vous allez séparer les fonctions de président de la République et de présidence de parti, clair, etc. Nous nous inspirons des conclusions des assises nationales. Il est clair que le président de la République ne peut pas être chef de parti. Donc le Sénégal a besoin de ça. Pourquoi le Sénégal a besoin de cela? Parce qu'aujourd'hui, la situation que nous traversons est préoccupante. Vous voyez le poids des charges. Nous allons revenir sur la situation économique, notamment avec l'endettement, etc. Mais l'actualité aujourd'hui, M. Camara, le débat, c'est le fichier électoral. Une partie de l'opposition parle d'un doublon, d'un fichier caché. Est-ce que tout cela aussi, ce n'est pas un peu de l'agitation de l'opposition? Parce que jusqu'à présent aussi, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'il y a un doublon, mais il y a un fichier caché. Pourquoi vous êtes si inquiet sur la question du fichier électoral? Tu sais, le premier conseil des ministres, après l'élection du président Macky Sall, le premier conseil des ministres a abordé la question de la révision du code électoral. Ça a toujours été sa préoccupation. Il sait parfaitement qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas les compétences pour respecter les engagements qu'il a pris auprès des Sénégalais. Et tout ce qui lui reste, c'est de manipuler le code électoral pour rester au pouvoir. Et il a commencé, et il continue. Il a commencé par des révisions, il a commencé par le changement des pièces d'identité de façon unilatérale, mais avant ça, au référendum, il n'a pas mis le fichier à la disposition de l'opposition. Vous avez vu comment ça s'est passé, le référendum. Il a séparé, il a mis en place un dispositif qui remplace un dispositif qui marchait très bien. On avait une carte d'électeur, une pièce d'identité. Il les a mis sous prétexte que c'est la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO. Il a mis en place un dispositif pour changer le mode de distribution des cartes en excluant tout contrôle dans la distribution. Ils ont envoyé des cartes partout pour priver de leur droit de vote des citoyens. Ça, ce n'est pas inquiétant. Après ça, ils ont mis un dispositif de parrainage de façon unilatérale, voté sans débat. Ils ont mis leur fiche en mettant ce qu'ils veulent, un numéro d'électeur et en même temps un numéro de carte CEDEAO. Avec le numéro de carte CEDEAO, cette entrée-là, on ne sait pas à quoi ça aboutit. On peut même fabriquer des doublons, on ne sait pas. Le parrainage n'est contrôlé par aucune institution. Il y a des achats de conscience qui sont en train d'être des achats de signatures, tout se fait. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ça, monsieur, et que le fichier qui est la base du parrainage, on te demande un pourcentage du fichier et que ce fichier n'est pas disponible, mais il y a un gros problème. On va vers une pagaille électorale. Ce n'est pas un vain mot. L'opposition a parfaitement raison de tirer la sonnette d'alarme pour dire que le seul choix qui reste au président Macky Sall, c'est de faire comme ils avaient fait en 2017. Mais de là à parler de fichiers cachés ou bien de doublons, est-ce que c'est pas exact? Je vous dis, tout est possible. Tout est possible. Dès l'instant qu'on n'a pas un fichier consensuel, audité, publié, mis à la disposition de tout le monde, tout est caché. Et tout est entre les mains d'un ministre de l'Intérieur qui, de surcroît, est un partisan et qui a dit que sa mission, c'est de faire réélire le président Macky Sall. Toujours sur la question du fichier électoral, vous êtes particulièrement inquiet sur une frange de la population, les primo-inscrits, qui sont les primo-votants. Pourquoi cette catégorie-là? Mais parce que simplement, il sait qu'aucun jeune conscient de la situation, aucun jeune qui a vécu cette situation, qui a vécu ces promesses non tenues depuis fort longtemps, ne va se mobiliser pour reconduire ce régime-là. Et donc, la seule solution qu'ils ont, c'est de les priver de leur droit de vote. Et voilà, les rétentions de cartes. Mais vous l'avez vécu vous-même. Le jour des élections, vous faites le tour des bureaux pour identifier votre bureau de vote. Donc, ça, ce n'est pas une inquiétude. On met l'accent dessus et nous nous battrons. D'accord. Toujours sur la question du fichier électoral, enfin, on ne le quitte pas, excusez-moi. Le parrainage, toujours.
quand même, il faut reconnaître quand même que le parrainage a des vertus. Je crois quand même une partie de l'opposition, peut-être vous-même, vous ne rejetez pas tout le système de parrainage. Mais aujourd'hui, on voit que sur le terrain, le parrainage pose problème. Il y a des candidats qui sont déjà recalés et des candidats qui risquent de l'être. Mais au fait, est-ce qu'en réalité, le parrainage n'est pas une bonne chose pour empêcher quand même justement la... Je vous dis, aucun candidat n'a été recalé par le parrainage. Mais il y a des Ça, candidats qui... Non, attendez. Oui. Aucun candidat n'a été recalé par le parrainage. On attendra que les candidats déposent au niveau du Conseil constitutionnel leur dossier, que ce dossier soit examiné. C'est en ce moment qu'on pourra parler de rejet ou de ne pas. Mais pourquoi le parrainage pose autant de décrets? je vous dis d'abord ça. Il faut vraiment préciser ça. Les candidats qui veulent se présenter sont sur le terrain et sont en train de collecter des signatures. Et c'est le Conseil constitutionnel qui fera les vérifications nécessaires. Ce n'est pas parce que le parrainage sur le principe peut être une bonne chose dans certaines conditions qu'il faut accepter ce parrainage-là du président Macky Sall. Ça, c'est un parrainage qui entre dans un processus que j'ai décrit tout à l'heure. C'est dans un processus de fraude. Il a écarté des candidats qui étaient dans des grands partis avec des dossiers judiciaires et tout. Il se dit, il reste d'autres candidats. Vous faites allusion à M. Karim Wade et à Khalifa Sall. Exactement. Il dit, il ne faut pas que d'autres candidats émergent. Et comme c'est des jeunes candidats ou bien des gens qui viennent entrer en politique, l'obstacle, c'est peut-être qu'ils n'ont pas pu s'implanter dans tout le territoire. Mais c'est une erreur, parce qu'il a permis à tous ces candidats de consolider leur implantation. Mais justement, donc c'est une des vertus du parrainage, parce qu'il a dit parrainage citoyen. Non, ça, ce n'est pas une vertu du parrainage. C'est la mission normale d'un parti politique. On ne peut pas accepter qu'unilatéralement, qu'un compétiteur change les règles du jeu. Un président de la République qui est candidat à sa propre succession ne doit pas changer les règles du jeu. Quel que soit le prétexte et les justifications a posteriori, ce n'est pas acceptable. Et c'est ça la position de principe de la coalition FIPOU, c'est la position de principe de toute l'opposition. Et en plus, si vous voyez comment ça se déroule, j'ai parlé tout à l'heure de collecte de signatures et d'achat de conscience, je pense que ce n'est pas sérieux. C'est un recul démocratique. Et ensuite, ce n'est pas un parrainage citoyen, parce qu'on vous demande de parrainer un seul candidat. Et ensuite, on vous demande de parrainer que lorsque vous avez reçu votre carte d'identité. Ça, c'est important. Mais c'est les citoyens. Vos cartes d'électeurs. Mais ce sont les citoyens quand même aussi. Non, un parrainage citoyen, c'est sur la base de la carte d'identification nationale. Dès que vous avez un numéro d'identification nationale, vous devez pouvoir parrainer. Et vous devez pouvoir parrainer un nombre de candidats limité, mais pas un seul candidat. Ensuite, lorsque vous parrainez quelqu'un, mais quand même, vous êtes libre. Vous êtes libre de le parrainer sur la base de... Pourquoi on doit lier le parrainage à l'obtention effective de ta carte d'identité? Et vous l'avez dit, si vous bloquez les cartes, mais vous empêchez à tous ces gens qui sont des potentiels électeurs contre le pouvoir de disposer de leur carte, donc de parrainer. Donc c'est des obstacles artificiels. De toute façon, c'est une sorte de haie d'épines dressée devant les opposants, mais c'est une haie d'épines qui sera enjambée. Monsieur Camara, candidat à la présidence de la République, peut-il nous dire où il en est avec le parrainage? Nous, on se passe très bien au niveau du parrainage. Nous n'avons aucune inquiétude. Nous avons commencé notre travail depuis fort longtemps et au dépouillement, on verra. Aussi bien au Sénégal qu'à l'international, la diaspora. De toute façon, on n'aura aucun problème. On respectera toutes les règles qui sont en vigueur et nous nous battrons également pour que ce parrainage soit contrôlé, y compris par les observateurs internationaux, pour qu'on ne puisse pas recaler un candidat sur la base de doublons artificiels organisés par le pouvoir. Justement, vous l'avez dit, certains observateurs pensent que nous vivons un recul démocratique parce qu'en 2019, que l'on parle encore d'observateurs internationaux, alors que le Sénégal a été une école de démocratie en Afrique. Mais c'est là quand même quel commentaire sur... Mais voilà, mais c'est la responsabilité du président Macky Sall. Au Sénégal, on s'est battu pour la transparence des élections, depuis le début. Il n'y avait pas d'isoloir. Et on pouvait voter sans pièce d'identité au Sénégal. On pouvait, devant les bureaux de vote, récupérer les cartes des adversaires. On pouvait voter sans signature. On pouvait voter sans encre. On a voté avec de l'encre indélébile. On a voté dans toutes les conditions au Sénégal. Et il y a eu une longue bataille démocratique qui a été menée, au point de permettre 2 alternances. Et ce schéma qui a permis 2 alternances, c'est ce schéma qui est en train d'être cassé par le régime en place. Et en plus, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train de semer les germes d'une instabilité politique. Ils ont trouvé un système bon, correct, qui a permis 2 alternances qui sont en train de casser à coups de hache
Parce que simplement, ils ont peur de présenter un bilan devant le peuple pour se faire réélire démocratiquement. Justement, en l'état actuel des choses, M. Camara, croyez-vous quand même à la capacité de l'opposition et de tous les candidats qui sont contre le président de la République, en leur capacité d'obliger le candidat Macky Sall à un deuxième tour, éventuellement de la battre? Parce qu'il sera battu à plate couture. Vous savez... Mais son bilan, il a un bilan actuellement. Le président Abdou Diouf... Il a un bilan, hein? Le président Abdou Diouf était plus puissant en 2000. Le président Ouad était plus puissant en 2012. Mais Macky Sall a un bilan actuellement. Je vous dis, il sera battu à plate couture. Sur quoi vous basez Je me base sur simplement une chose. Que les Sénégalais ont besoin d'un président régulateur. Il ne l'est pas. Il est partisan. Les Sénégalais ont besoin d'un président qui respecte les Sénégalais et qui respecte ses promesses. Il a fait ses preuves. Les Sénégalais ont besoin d'un président qui sépare les affaires de l'État de ses affaires familiales. Il ne l'est pas. Le Sénégal a besoin d'un président qui défend les intérêts de ce pays contre les intérêts étrangers, qui ne dilapide pas les ressources, qui ne les négocie pas n'importe comment. Vous avez vu le scandale qui a failli se passer là avec le fer du Falémé, de Falémé? C'est incroyable. Donc, les Sénégalais se sont rendus compte que ce président-là est devenu dangereux pour l'avenir de ce pays. Une partie des Sénégalais, mais une autre partie des Sénégalais... Je vous dis, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on peut avoir l'espoir d'un vrai développement durable. On a toutes les richesses qu'il faut. Nous avons le capital humain qu'il faut. Et nous avons l'énergie qu'il faut. On va y revenir sur la question de l'énergie. Mais M. Camara, permettez-moi de préciser quand même que malgré tout ce qu'on lui reproche, le président Macky Sall a quand même un bilan. Actuellement, il y a le terre, il y a le truc, et la Touba, il y a quand même une certaine maîtrise de l'inflation. Bon, l'école et l'éducation, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais quand même, on ne peut pas quand même nier quand même que le président Macky Sall a quand même un bilan. Le président Macky Sall a pris une option, un choix économique qui a donné des résultats de croissance. Mais quelle est la qualité de cette croissance? C'est une mauvaise option, je vous dis. Il a pris une option qui consiste à financer le développement par l'endettement. On va y revenir. Ah mais il faut y revenir. C'est maintenant qu'il faut y revenir. C'est maintenant qu'il faut l'expliquer. Ce bilan-là, ce taux de croissance qu'on a, c'est un taux de croissance qui a été obtenu par l'endettement. Mais tous les pays du monde par un financement... Non, tous les pays du monde s'endettent. Mais tous les pays du monde font leur développement pour que leur croissance profite aux populations. La croissance au Sénégal ne profite pas aux populations. Les familles croulent encore sous la misère, et ça, vous le savez très bien. Donc, ce choix de croissance permet aux entreprises étrangères, permet aux pays de venir mettre de l'argent au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'ils retirent? Ils retirent les profits, ils retirent les intérêts, ils retirent les dividendes, les salaires. Ce qui reste aux Sénégalais, aux populations sénégalaises, c'est les miettes de pain. Donc ce type de croissance n'est pas durable et est exposé à tous les chocs exogènes. Ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est d'investir massivement dans des secteurs porteurs d'une croissance qui rabote la pauvreté. Comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, la culture. Voilà des secteurs dans lesquels il faut mettre beaucoup d'argent. Cet argent, vous allez le tirer des ressources naturelles que vous avez. Donc, il faut bien un cadre rénové pour ces ressources et pouvoir tirer de l'argent et l'investir pour que les populations se sentent concernées par cette croissance. Justement, donc, ça ne peut pas donner un bon bilan. Quand vous mettez énormément d'argent pour un terre, par exemple, mais c'est incroyable. Vous n'avez pas compris. C'est la question que je vais poser. Permettez-moi d'être précis. En tant qu'ancien directeur des douanes, vous connaissez quand même le levier un peu de recettes. Est-ce qu'actuellement le Sénégal a les moyens d'avoir des recettes pour financer un peu ces travaux-là? Mais ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que les recettes que le Sénégal peut avoir permettent juste d'avoir des contreparties pour des financements, de payer des salaires, etc., d'être dans les critères de convergence de l'UEMOA. Ce n'est pas la vocation des recettes. La vocation des recettes, ce n'est pas d'avoir de l'argent pour financer un développement. Ça n'est pas possible. L'argent qui doit servir à développer le pays, c'est nos propres ressources. Et c'est ces ressources-là qu'il ne faut pas dilapider. Mais aujourd'hui, vous voyez les déficits qu'ils ont sur les recettes. Ils se mettent des budgets gonflés de prévision de 3 000, 4 000 milliards. Aujourd'hui, au mois de septembre, ils n'ont collecté que 1 400 milliards.
Ils ont déjà dépensé 1600 milliards. Ils ne peuvent même pas payer les entreprises. C'est du cinéma. D'ailleurs, même ce matin, avant de venir, les écoles privées, les étudiants sont en train encore de marcher parce qu'on les a foutus dehors, etc. Mais regardez-moi ils doivent encore de l'argent. Mais quand même, de l'autre côté, on dit à l'opposition et aux détracteurs du président de la République, mais vous l'empêchez d'avoir des ambitions. Quand même, il ne peut pas croiser les bras, il faut qu'il emprunte à côté, à gauche, à droite pour financer des projets, parce que quand même, il faut... Non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Alors, comment il faut faire pour changer ce pays? C'est ça qui est important aujourd'hui. Le débat, ce n'est plus le bilan du président Macky Sall, ce qu'il a fait. Tout le monde a senti ce qui se passe, et vous le savez très bien. Les familles croulent sous le poids des charges d'éducation, des charges de santé, des charges pour les parents, les grands-parents, la dépense quotidienne, etc. Et le manque d'emploi. C'est ça. Tout le monde le sait. Et ça repose sur qui? Ça repose sur les travailleurs, les jeunes travailleurs, qui sont obligés de supporter toute leur famille. Ça repose sur nos parents qui sont dans la diaspora, qui envoient tout leur argent ici pour nourrir leur famille. Même s'ils reçoivent maintenant, et ça continue, les soucis traversent l'océan et les trouvent sur place. Et qui, quand ils voient un numéro de téléphone plus 221, c'est une pute d'Edem. Ils ne sont pas rassurés parce que les gens ont une demande permanente. Donc c'est ça la situation que personne ne peut contester. Maintenant, comment changer ça? Il ne sait pas faire. Il faut qu'on lui montre comment il faut faire. Et c'est ça l'opposition, c'est la proposition alternative de l'opposition, notamment de FIP. Donc vous-même, d'accord. La première chose qu'il faut faire, il y a des secteurs dans lesquels il faut faire des réformes profondes pour avoir un capital humain épanoui. C'est l'éducation et la santé. Il faut investir dans l'éducation, rendre gratuit le cursus scolaire entièrement. Je ne dis pas seulement les inscriptions, l'école publique gratuite et tout, le transport, l'alimentation. Mais est-ce que ça, c'est pas utopique en l'état? Ce n'est pas, justement, on a toutes les richesses pour ça. Nous, on a de toute façon fait mais toutes comment? les... Parce qu'avec la masse qui... L'enseignement, je vous dis, vous allez prêter, vous mettez un fonds d'investissement de l'éducation, vous prêtez à l'élève qui va rembourser après. C'est un système qu'on a étudié du début à la fin. Je vous dis, comment financer ce fonds-là? On le finance à partir des richesses. On fait des leviers à partir de la négociation de nos ressources pétrolières, gazières, de phosphate. On met des leviers, des lignes de crédit qu'on met sur des fonds d'investissement. Et sur le marché financier international, on lève les fonds qui sont nécessaires pour financer toute l'éducation. C'est un schéma. Éducation gratuite pour tous. Et les enfants restent à l'école jusqu'à 16 ans avec une réforme sur les langues nationales, sur l'enseignement religieux, une réforme sur l'enseignement professionnel. Ça, c'est un. La santé, médicaments gratuits pour toutes les maladies qui fatiguent les populations et qui sont répandues, qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et réduction des coûts pour les autres maladies. Ça, c'est possible, on a l'argent. C'est très ambitieux. Mais pour revenir un peu sur la dette, parce qu'on voit même ces derniers temps que même le FMI, quand même, qui avait donné son certificat, tout le monde s'inquiète. Mais s'inquiète. Mais de l'autre côté, on dit, écoutez, on n'a pas encore franchi la ligne rouge, c'est trop maîtrisable. Mais finalement, est-ce que cette dette-là ne risque pas de nous précipiter dans... Tu sais, cette réponse même n'est pas sérieuse. Tu dis, oui, on a encore une capacité d'endettement. Toi, vous êtes suffisamment endetté pour que tout le monde s'inquiète. Les cloches sonnent de partout. Vous n'entendez pas les cloches. Vous dites, je n'ai pas encore atteint le mur. Vous n'allez pas attendre d'atteindre le mur. Mais vous allez vous blesser. Aujourd'hui, il faut changer d'option. Et il faut changer les moteurs de croissance. C'est ça la solution. Justement, quelle alternative à l'endettement? Mais c'est ça que je dis. Ouais. L'endettement aura toujours sa part. Mais il ne faut pas privilégier l'endettement. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment d'argent pour investir dans des secteurs porteurs qui font travailler l'entreprise nationale, qui nourrissent la population, qui permettent de développer une transformation industrielle de nos produits agricoles, qui permettent de faire une transformation industrielle des produits de l'élevage, de la pêche. Vous créez les emplois et les gens ont des revenus. Là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'argent. Et aujourd'hui, les bailleurs de fonds, ce qu'ils regardent, c'est que est-ce que vous avez un cadre macroéconomique correct? Est-ce qu'il y a la stabilité? Est-ce que vous pouvez payer vos dettes? Est-ce que vous êtes dans les... C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ça qui les intéresse. Ouais. Mais ce qui intéresse les bailleurs, ce n'est pas forcément ce qui intéresse le peuple sénégalais. Ce qui intéresse le peuple sénégalais, c'est qu'on a des milliers de milliards, on a des richesses. Est-ce que c'est organisé de sorte que, quand je me lève le matin, je puisse avoir mon petit déjeuner, mon déjeuner, que je puisse envoyer mon enfant à l'école sans avoir de charge, la santé, que je sois en sécurité, que je puisse avoir de l'emploi. C'est ça le raisonnement. C'est un malentendu. Il y a un gros malentendu entre ceux qui défendent les bailleurs de fonds et ceux qui défendent le peuple. Ceux qui défendent le peuple doivent dire comment
organiser les moyens pour que le peuple puisse cesser de souffrir. Justement, une ritournelle qu'agite aujourd'hui le pouvoir et qui était agitée par l'ancien pouvoir, le pouvoir de l'alternance, qui disait il y a des opportunités, des milliards qui se bousculent à nos portillons. Aujourd'hui, le même discours avec le plan Sénégal émergent, on dit qu'il y a des milliards qui sont déjà là, mais jamais on voit quand même la croissance. Mais où est le problème? Parce que simplement, on ne dit pas la vérité aux Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais rêvent. Ils rêvent d'un souffle nouveau pour que l'avenir ait un sens, pour que le futur ait un sens, pour avoir un avenir rassurant. Aujourd'hui, tu demandes à un Sénégalais, je te donne 5 000 francs à 11h30, je vous donne 5 000 francs tout de suite, ou vous attendez demain pour 10 000 francs, il va prendre les 5 000 francs. Effectivement. Parce qu'il ne croit plus en l'avenir. Ce rêve-là n'existe pas alors qu'on doit rêver. Aujourd'hui, le Sénégal réunit toutes les conditions pour se développer. Je vous l'ai dit, on a les richesses, on a les hommes. Mais il faut que le pouvoir soit entre des mains de gens sérieux. En parlant de richesse, vous faisiez peut-être allusion au pétrole, parlons-en. Voilà que le Sénégal sera bientôt un pays gazier pétrolier. Mais jusqu'au moment où je vous parle, la société civile l'a dit, mais on est en train de légiférer sur le pétrole et le gaz et en même temps on est en train de signer des contrats. Les spécialistes disent, écoutez, mais demain, les concessionnaires peuvent dire que nous ne sommes pas concernés. Mais pourquoi cette cacophonie-là? On a l'impression que... Parce qu'il y a juste une précipitation suspecte. Ouais. Ils savent qu'ils ont un bilan catastrophique et il y a de fortes chances qu'ils partent. Ils en profitent pour signer le maximum de contrats avant de partir, pour lier le successeur. C'est ça que les Sénégalais doivent refuser. C'est notre chance de développement qui va être hypothéquée. Comment pouvez-vous, dès l'entame, sans même expliquer aux Sénégalais comment vous allez utiliser ces richesses, commencer à signer des contrats? Mais vous voyez, ça c'est extrêmement dangereux. On n'a pas élu des dirigeants pour qu'ils mettent en place des stratégies pour mettre la main sur nos richesses ou bien pour les donner à des étrangers. Pourtant, le PM avait dit que c'est publié sur la le problème, c'est pas le problème, c'est de dire aux Sénégalais, je dis, il faut discuter de ces questions. Il faut une large concertation sur ces produits parce que c'est trop important. Le président a mis sur place le contrat. Mais je vous dis, mais justement, ça l'a pas empêché, lui, ça n'a pas empêché d'essayer de signer un autre contrat sur le fer, ça n'a pas empêché de continuer à faire d'autres contrats que personne ne maîtrise. On ne négocie pas après. Mais pourtant, on a invité tout le monde. Attendez, on invite des gens. C'est à vous d'aller faire des propositions. Il faut inviter les gens. D'abord, avant d'inviter les gens, il faut donner la bonne information. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez signé? Qu'est-ce que vous avez pris sur ces contrats-là? Attention. Parce qu'il y a beaucoup de suspicions. Il faut clarifier. Qu'ils fassent des déclarations sous l'honneur pour dire qu'ils n'ont rien pris sur ces contrats. Et après, on donne tous les éléments pour vérifier. Et on arrête de signer. On ne peut pas continuer à signer et dire qu'on négocie. Et on va dire, oui, vous n'êtes pas venu, etc. C'est un problème extrêmement sérieux. Donc, si on veut, après ce rêve-là, avoir une vision du développement, il faut exploiter judicieusement les ressources pour avoir un Sénégal prospère. Et c'est possible. C'est maintenant que c'est possible. Et pour le faire, il faut décharger les familles de toutes ces difficultés. Si l'éducation est prise en charge totalement par l'État, la santé est prise en charge, les retraités qui sont dans les familles bénéficient d'un minimum vieillesse. Que les jeunes puissent avoir des emplois parce qu'on a mis de l'argent dans les secteurs porteurs d'emploi. Que les gens puissent avoir la sécurité et ne soient pas obligés de mettre de l'argent pour leur propre sécurité. Mais ce dividende familial-là va permettre aux familles de souffler. Parce qu'on a un peuple qui est essoufflé, qui a besoin de respirer. Aujourd'hui, les gens sont inquiets. Mais pourtant, les bourses familiales, quand même, quelque part, il faut à l'intérieur du pays, nous-mêmes l'avons vérifié, il y a des gens qui en ont bénéficié, qui saluent l'initiative. Bien sûr, ça, c'est des mesures de rectification qui sont bonnes, qui sont salutaires, mais qui ont un impact limité. Il faut une politique générale pour que les plus faibles soient soutenus par l'État et deviennent forts. Que ceux qui ne sont pas forts puissent accéder au système de reproduction sociale par le travail. Que les émigrés qui mettent des centaines de milliards par an dans ce pays puissent voir cet argent se traduire par la création d'emplois, qu'ils puissent eux-mêmes construire, investir en sécurité, parce qu'il y a une garantie derrière de l'État, mais parce qu'il n'y a pas de confiance. Quand vous confiez un pays et chaque jour vous entendez des détournements, chaque jour vous entendez des protections de gens qui ont détourné, vous n'avez pas confiance.
Les émigrés n'ont pas confiance. Les travailleurs n'ont pas confiance. L'entreprise privée n'a pas confiance. Donc, personne ne met son argent dans ce pays-là. Vous faites allusion peut-être à ce qui s'est passé avec le contrat d'affirmage de l'eau. Aujourd'hui, on dit que la SDE est quand même passée à la trappe au profit de Suez. Et on a l'impression qu'après, c'est Auchan, Suez. Mais pourquoi c'est pas tout est offert sur un plateau d'argent aux Français et à l'étranger? Mais justement, c'est une politique qui est choisie. Les choix économiques du président Macky Sall sont clairs. C'est des choix de dilapidation des ressources. C'est des choix de mise à l'écart de l'entreprise privée. Mais ils disent que pourtant, SDE est la moins disante aussi, malgré tout. Non, mais attends, moins disante, quand ils veulent donner un contrat à quelqu'un, je vous en prie, les justifications, ils savent bien comment les formuler. Et donc aujourd'hui, la situation que nous vivons, qui est une situation extrêmement sérieuse, c'est qu'on a un pays qui a toutes les conditions pour réussir. Mais on a des dirigeants qui n'ont pas le même souci que le peuple. Leur souci, c'est simplement de voir comment tirer profit de ce système. Et le plus grave, pour rester au pouvoir, ils sont obligés de manipuler le système électoral. Et donc, de revenir sur des acquis de plusieurs dizaines d'années au Sénégal. Donc, voilà la situation que nous traversons aujourd'hui. Okay. Pour peut-être ne pas clore le chapitre économique, certains analystes pensent, et même je crois que vous l'avez dit, qu'on a mis la charrue avant les bœufs, ou bien on n'a pas commencé par les priorités. Un pays comme l'Inde a mis l'accent sur peut-être la nécessité d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'en réalité, un pays peut se développer sans quand même assurer d'abord la nourriture à ses populations? Mais voilà, vous dites exactement ce que j'ai dit. Oui. Quand j'ai parlé des secteurs porteurs, aujourd'hui, on a mis très peu d'argent dans l'agriculture, à peu près 5%. Vous avez vu l'agriculture au Sénégal? Sous-équipée. C'est les mêmes équipements de nos grands-pères. Si vous mettez l'argent suffisant dans l'agriculture, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un agriculteur qui peut se nourrir de sa récolte. Béy-Doundé. Vous avez un agriculteur qui peut vendre son produit et avoir suffisamment de revenus pour tenir toute l'année. Donc, acheter le produit de l'agriculture au juste prix. Le prix de l'arachide, par exemple, peut être monté à 500 francs aujourd'hui. C'est possible ça? Absolument. Ça, quand même, l'échange. Vous pouvez pouvoir échanger des produits avec une banque agricole des produits. Pour l'agriculture, toujours. Vous pouvez transformer le produit. Mais la Sonatel, non, je dis, il y a la transformation à grande échelle, il y a la transformation primaire. La tomate au nord du pays pourrie sur place. Mais justement, non, ça je reviendrai. Les raisons, c'est très clair, parce qu'on a laissé importer des concentrés de tomates qui tuent carrément l'agriculture. Donc, on n'a pas mis l'argent où il fallait. Donc, la transformation au niveau familial, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous pouvez produire et garder, sélectionner vos semences et garder, faire une reproduction. Voilà ce qu'il faut pour l'agriculture. Mais si vous ne mettez pas l'argent dans l'agriculture, vous ne pouvez pas obtenir ce résultat. Et si vous n'obtenez pas ce résultat, vous ne pouvez pas avoir de l'autosuffisance alimentaire. Mais pourtant, ils avaient mis de l'argent. Excusez-moi. Ils avaient mis que le riz, bientôt, en 2017. Oui, non, je vous dis. Ce qui n'est pas le cas. Non, je vous dis. Il ne faut pas prendre un seul produit. C'est beaucoup de spéculations qui nourrissent la population. Il a besoin de riz, il a besoin de niébé, il a besoin d'arachide, il a besoin de tous les produits. Certains sont très prisés sur le marché de la vente, d'autres peuvent faire l'objet de transformation. Donc si vous avez toutes ces spéculations, et l'argent est là, les conditions, l'organisation de l'agriculture est là, l'organisation de l'accès à la terre, la fertilité est là, et en ce moment-là, l'agriculteur vit de son travail. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? L'agriculteur n'a pas suffisamment de revenus. L'État n'a pas suffisamment de croissance, n'a pas de l'emploi. L'État va s'endetter. Effectivement. Et si l'État s'endette, sa préoccupation c'est de payer sa dette. Une spirale. Et il n'investit pas. Et là, on se retrouve toujours, même chose. On se réunit pour fixer le prix, le paysan revient. Il y a une période de soudure au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a une période où l'État reconnaît que les gens n'ont plus rien à manger. Effectivement. Et vous tous, vous le connaissez, vous le savez. Donc, voilà, c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut casser pour mettre un cercle vertueux de développement. C'est valable pour la pêche, c'est valable pour l'élevage, c'est valable pour la culture. Et là, donc, vous dites indirectement,
il faut à partir de là impulser les PME et les PMI qui... Mais absolument. Parce qu'au Sénégal, on est en train d'assister à l'affaissement des PMI. Mais ils n'auront pas de boulot parce que l'argent n'est pas investi dans ces secteurs. L'argent est investi dans des gros travaux qui ne sont pas significatifs. Comment pouvez-vous mettre l'accent sur un terre alors que vous n'avez pas réglé le réseau de transport public? Comment vous pouvez mettre l'accent sur un terre alors que vous n'avez pas aménagé le territoire? Comment vous pouvez mettre l'accent sur le terre alors que vous avez le rail à réhabiliter? Comment vous pouvez mettre l'accent sur le terre alors que le transport fluvial est là, vous avez 700 km de côte? Mais c'est une erreur monumentale. Il y a le patron qui pose problème. Mais justement, mais voilà, c'est une question d'orientation. C'est-à-dire que les choix économiques qui sont adoptés sont mauvais. La façon dont l'argent, le montant, les finances sont gérées, la façon est mauvaise. Mais on ne peut pas se développer comme ça. Il suffit d'un choc exogène pour qu'on se retrouve à terre. C'est des croissances qui ne sont pas durables. La croissance durable s'obtient par l'investissement dans des secteurs porteurs. Et heureusement pour le Sénégal, nous avons l'argent. Au début, on disait, oui, vous n'avez pas les moyens de votre développement, tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons les richesses qu'il faut, qu'on peut échanger. Donc, c'est un problème de compétence et de sérieux. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'opposition a parfaitement raison d'exiger que ces sélections soient transparentes pour qu'on ait cette chance-là d'avoir vraiment un gouvernement qui travaille pour transformer. Pas un gouvernement qui va revenir pour faire la même chose. C'est ça qu'il faut éviter. Et pour l'éviter, il faut que toute l'opposition s'entende sur un programme minimum de ce qu'il faut faire, les mesures qu'il faut faire, qu'il faut prendre. D'accord. Justement, pour quand même que ce rêve-là se réalise, M. Camara, vous êtes d'accord avec la plupart des Sénégalais, qu'il faut un paquet, c'est-à-dire des institutions qui fonctionnent normalement. Exactement. Or, actuellement, les Sénégalais se posent des questions sur l'Assemblée nationale, mais surtout sur la justice. Oui, absolument. Mais pourquoi aujourd'hui, on dit que même le Sénégal lambda, vous dites que nous n'avons plus de magistrature. L'Assemblée ne fonctionne pas. Mais quelles sont vos recettes, vos solutions pour quand même que les Sénégalais se réconcilient avec leur justice et leur Assemblée nationale? Bon, je pense qu'il y a 3 points sur lesquels je pense que le régime a complètement failli. Sur l'indépendance de la justice, sur l'administration et sur la citoyenneté. Sur la justice, ils n'ont pas mis les moyens qu'il faut pour mettre les magistrats et tous les auxiliaires de justice dans d'excellentes conditions de travail. Ça, c'est déjà un. Et ensuite, il y a une trop grande implication de l'exécutif, du politique de façon générale, sur la justice. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, de Senghor à Macky. Je vous dis, moi je ne fais pas de distinction de régime. Moi je parle du Sénégal que j'ai vu, que j'ai suivi, à la construction duquel j'ai participé, et je sais qu'il y a une dégradation. Effectivement. Et cette dégradation de la justice se traduit par le fait que la politique ne s'arrête pas à la porte du palais. On a vu beaucoup de dossiers. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Oui. L'administration est politisée aussi. Il n'y a pas d'appel à candidature pour les choix des postes les plus importants. Aujourd'hui, le président de la République l'a dit clairement. Je vous nomme parce que vous avez gagné dans votre localité. Donc, les critères de compétence sont ensevelis. C'est les critères politiques. Donc, c'est la fonction du président et ses attributs qui posent problème. Donc, on a des administrateurs qui sont des réfugiés politiques. Ils viennent se réfugier sous l'aile des partis au pouvoir. Et même des transhumants. Ça, c'est extrêmement grave. Troisièmement, c'est la citoyenneté. Aujourd'hui, il n'y a aucune politique sérieuse pour faire la promotion de la citoyenneté. Que les citoyens eux-mêmes, ça c'est ce qu'est un bien public. On commence à former les enfants dès le jeune âge, qui savent ce qu'est un bien public, comment il faut respecter les biens publics, etc. Donc pour changer ça, d'abord il faut changer la Constitution. Il faut une Constitution consensuelle. Donc un nouveau référendum? Il faut absolument changer la Constitution. Ah oui, vous remettre à faire un référendum. Mais je l'ai dit tout à l'heure, quand le président ne peut pas être président de parti, quand il y a une séparation effective des pouvoirs, une réduction des pouvoirs du président de la République. Je vous dis, on n'a pas besoin d'un président de la République tout puissant qui protège ses partisans. On a besoin d'un régulateur compétent et sérieux. Mais monsieur, ce qui est le plus inquiétant dans cette affaire-là, c'est que les citoyens n'ont plus confiance en cette justice
Et c'est cette même justice-là qui va arbitrer les élections. Non, attendez, attendez, ne faites pas l'amalgame. Au niveau de la justice, enfin, les magistrats... Pas tout le monde, bien sûr. Non, la majorité, les majorités des juges, ils sont absolument, comme vous et moi, ils sont absolument pour la transparence des élections. Et aujourd'hui, vous avez vu les actions qui sont menées dans ce sens-là. Et ils doivent prendre de responsabilité pour cela. Et mais malheureusement, il y a des magistrats... Oui, mais ça, ils vont essayer. Nous allons nous battre. C'est toujours comme ça, c'est un rapport de force. Ça, c'est clair au niveau de la justice. Au niveau de l'administration, même chose. Moi, je suis meurtri quand je vois quand même certaines pratiques dans l'administration, dans laquelle nous avons grandi. Donc, sur la citoyenneté, il y a une part de responsabilité des citoyens, il y a une part de responsabilité de l'État. Il faut absolument que les citoyens comprennent qu'on a un État, qu'on cesse de politiser le bien commun. D'ailleurs, vous l'avez dit, les institutions sont en train d'être politisées, mais pas seulement. Les observateurs ont même dit que la diplomatie sénégalaise est en train d'être politisée. Et aujourd'hui, la diplomatie qui était rayonnante naguère, aujourd'hui le Sénégal peine quand même à avoir une bonne diplomatie. En Afrique de l'Ouest, sur le plan, bon, on dit que oui, on a décroché des Jeux Olympiques par-ci, par-là, de la jeunesse. Non, mais on vit au Sénégal... Est-ce que la diplomatie sénégalaise sous Macky Sall? Non, on vit au Sénégal sous les acquis, mais il n'y a vraiment pas de... Il n'y a rien qui a frissonné de façon positive pour repositionner. Mais que faire justement pour repositionner le Sénégal et en faire un leader sur la diplomatique en Afrique et dans le monde? Alors, ça, sur la diplomatie, l'option première doit être de faire en sorte que le pays soit respecté par son économie. Un pays qui tend la main ne peut pas être respecté. Donc, il faut exploiter tes richesses, faire en sorte que ces richesses bénéficient aux populations, que tu augmentes le niveau de vie de tes populations. Respecter aussi les schémas d'intégration, mettre en place des schémas d'intégration pertinents pour avoir des blocs solides, parce que toute la richesse se trouve en Afrique. Avoir la possibilité d'amener les cerveaux africains qui sont en train de servir l'Europe, l'Amérique et l'Asie, les amener pour développer. Ça, c'est le premier signe qu'il faut avoir. Et maintenant, les Sénégalais qui sont à l'extérieur, dans la diaspora qui travaillent, se battre pour les défendre, pour que chaque Sénégalais qui met les pieds dans un pays étranger puisse être régularisé. Qu'on puisse travailler pour les régulariser. Que même les conditions de vie, les conditions d'obtention de leurs pièces administratives soient facilitées, même le rapatriement de leurs cadavres, en tout cas, des morts. La diaspora se plaint parce que tous les jours, il y a des Sénégalais qui sont tués, qui sont emprisonnés. L'insécurité de la diaspora. Donc la diplomatie doit avoir ces actes. Et ensuite, une diplomatie de paix avec le voisinage et négocier avec les autres pays à mémoire égale. Je l'ai toujours dit, on ne négocie pas assis, on ne négocie pas couché, on négocie les yeux, dans la transparence. Mais si vous négociez la nuit, sous le lit, vous signez n'importe quoi, mais ils ne vous respectent pas. Et c'est ça le problème. On ne peut pas vous respecter et vous donner un rayonnement international. Mais vous avez vu d'autres pays africains, je ne peux pas citer de nom, mais des chefs d'État qui sont respectés partout. Qui sont respectés. Alors, ça, c'est un travail. Ce n'est pas un discours. Mais le Sénégal a la chance, on vit sur un acquis qui est là. Ce n'est pas parce qu'on a décroché tel ou tel événement. Ça, c'est du saupoudrage. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez un peu justice, administration, citoyenneté. Là, c'est à travers la Constitution qu'il faut recadrer et faire un travail de suivi pour que tout ce qui était à l'envers soit remis à l'endroit. Dernière question, M. Camara. Quelle est la recette, mais quelle recommandation pour que des élections sereines se tiennent en 2019, pour que la démocratie sénégalaise, qui a toujours été un modèle en Afrique et dans le monde, le reste? Première chose, mettre en place une institution neutre. Pas d'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il dégage. Une institution dans laquelle les partis d'opposition seront représentés. Et toutes les entités qui financent et qui surveillent les élections. Que tout le processus soit contrôlé. Le fichier, audit, contrôle, publication. Que le parrainage soit contrôlé, qu'on sache dans quelles conditions le parrainage a été collecté, que toutes les pratiques contraires à la loi soient sanctionnées. Avant le parrainage. Là, vous le demandez à l'État. Que demandez-vous aussi à l'opposition? Mais c'est ça que je dis. Quand même qu'elle participe. C'est ça que l'opposition n'a qu'à faire une seule chose, se battre pour ce que je suis en train de dire.
Ils n'ont aucune responsabilité. L'opposition n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle. Ah si, pourtant. Non, je vous dis... Le débat, quand l'opposition a une... il y a des insultes ou il y a des appels... Non, je parle des élections, je ne parle pas d'insultes. Ouais. L'insulte, vous connaissez, le monopole de l'insulte se trouve du côté du camp du pouvoir. Ah, mais de l'opposition aussi. Je vous dis, le monopole de l'insulte, vous avez su. Donc, aujourd'hui, ça c'est au niveau du contrôle. Ensuite, les bureaux de vote. La liste des bureaux de vote. Je l'ai publiée. La liste des personnes qui sont désignées dans les différents bureaux de vote, publiée pour qu'on puisse faire les recours, pour voir qui on a mis et pourquoi. Les transferts d'électeurs. Le schéma de distribution des cartes électorales, que ça soit contrôlé, que les gens votent là où ils habitent, tous les certificats de complaisance de résidence soient supprimés, que le vote des militaires et le vote des civils soient regroupés pour qu'ils ne puissent pas avoir des prétextes pour faire des ordres de mission. À Dakar, ils ont inversé les choses avec des ordres de mission fictifs. Donc, ça, c'est quelque chose. La représentation dans les bureaux de vote, qu'ils garantissent le nombre et la localisation des bureaux de vote dans des cartes numérisées avec la possibilité de voir qui et où se trouvent les bureaux. Des listes très précises. Mais M. Boubacar et donc, vous savez, donc, il y a du travail. Effectivement. On a l'impression qu'il faut recommencer. Effectivement, mais on a l'impression qu'on va vers l'impasse parce que le président est déterminé à maintenir son ministre de l'Intérieur. On va vers l'impasse. Je vous dis, et l'opposition ne se laissera pas faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Va se battre. Qu'est-ce que vous pensez? Que nous allons laisser ce pays-là entre des mains inexpertes qui vont nous semer la violence? Non. Personne ne le fera. Personne ne le fera. L'opposition est très déterminée pour ça. Ce pays, attendez monsieur, ce pays nous appartient à tous. Nous voulons tous la paix. Mais nous voulons que la paix soit sauvegardée par tout le monde. Effectivement. Et aujourd'hui, si toutes ces personnes-là s'engagent en politique, c'est parce qu'ils ont vu le danger. Et devant ce danger, ils ne doivent pas croiser les bras. Et je pense que personne ne croisera les bras. Merci beaucoup, M. Boubacar Camara. Merci beaucoup. Et surtout de nous avoir fait l'insigne honneur d'être le premier invité de cette émission. J'espère que ça va porter bonheur à votre émission. Inch'Allah. Merci. Et chers amis téléspectateurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.